Je me suis réveillée ce matin-là dans un silence irréel. Pas un bruit dans la maison. Pas de voix, pas de mouvement, pas d'odeur de café ou de valise traînée dans le couloir. Pourtant, c'était le grand jour. Le fameux départ du voyage en famille. 7 voitures, 20 personnes, prévu depuis des mois. C'était impossible qu'il soit parti sans moi. Impossible. Je me suis levée en vitesse, pieds nus sur le carrelage froid, le cœur battant. J'ai appelé. « Papa ? Maman ?» Rien. J'ai traversé le salon, regardé dehors. Le parking était vide, pas une seule voiture. Plus rien. Comme si la maison avait été abandonnée en urgence. Je suis retournée dans ma chambre, j'ai saisi mon téléphone. Toujours pas de message. Pas d'appel manqué. Juste une notification Instagram. Je clique. Une story. Une de mes cousines filme les voitures en file indienne, musique à fond, les gens chantent, rien. Légende. C'est parti. Family Trip 2025. Mon sang s'est glacé. Je scrolle encore. Une autre story. Mon petit frère, assis à l'arrière d'une voiture, lunettes de soleil sur le nez. Il filme la route et rit avec les autres. Aucun mot pour moi. Aucune question. Aucun message. Je n'arrivais pas à respirer. J'ai ouvert WhatsApp, le groupe de famille était actif. Des photos du convoi, des emojis, des blagues. Et moi, rien. Même pas une mention. Comme si je n'existais pas. Je me suis dit, peut-être que quelqu'un a cru que j'étais déjà dans une voiture. J'ai voulu croire à une erreur. Alors, j'ai appelé mon père. Il a répondu après 2 tonalités, comme si tout allait bien. « Allô, Sophia ? Vous êtes partie ? Ah, bah oui, on croyait que t'étais avec tes cousines. Ha ha !» Un rire. Léger, presque moqueur. Il a ri, il a vraiment ri. Moi, je suis restée figée. Silence. Je n'ai rien répondu. Pas un mot. J'avais envie de hurler, mais j'étais figée, comme une statue. Mon père, après quelques secondes, a simplement dit « Bon, on se voit là-bas, hein ?» Et il a raccroché. J'étais seule, officiellement oubliée. Et vous savez ce qui est pire que l'abandon ? C'est le fait qu'ils aient trouvé ça drôle. Le fait qu'on puisse effacer quelqu'un aussi facilement et que personne ne s'en rende compte. Ni ma mère, ni mes frères, ni mes cousines. Personne. Je suis restée là, dans ma chambre, à écouter le silence. Je crois que je n'ai même pas pleuré. J'étais trop choquée pour ça. Mon regard s'est figé sur mon sac à dos, prêt depuis la veille. Je m'étais levée plus tôt que d'habitude juste pour ne pas les faire attendre. Tout ça pour... ça ? Et à ce moment-là, une pensée glaciale m'a traversé l'esprit. Ils ne m'ont pas oublié. Ils ne m'ont juste... pas voulu. J'ai regardé l'écran de mon téléphone comme s'il venait de me gifler. Les mots de mon père résonnaient encore dans ma tête. On pensait que t'étais avec tes cousines, suivi de ce rire léger, insupportablement indifférent. Ce n'était pas un rire nerveux. C'était celui de quelqu'un qui, visiblement, ne trouvait rien d'anormal à la situation. J'étais restée muette, et lui aussi. Enfin, après quelques secondes d'un silence pesant, il a ajouté, presque distrait, « Bon, on se voit là-bas, hein ?» Puis bip, bip. Il avait raccroché. Je suis restée immobile pendant ce qui m'a semblé une éternité, le téléphone à l'oreille, même après que la ligne ait été coupée. Comme si une part de moi refusait d'accepter que tout était réel, que j'étais bel et bien seule. Et surtout, volontairement laissée derrière, je suis allée m'asseoir sur le bord de mon lit. Le genre de moment où t'as même plus de larmes, juste le cœur qui fait un bruit sourd, comme un tambour dans une pièce vide. Et les questions commencent à défiler. Pourquoi personne n'a vérifié si j'étais là ? Comment tu oublies quelqu'un avec qui tu vis ? Et mes cousines ? Mes frères ? Même pas un texto ? Pourquoi est-ce que j'étais si facilement rayée de l'équation ? Je voulais croire que c'était un malentendu, une désorganisation, un oubli logistique. Mais plus je repensais à leur visage dans les stories, plus je voyais la vérité. Personne ne s'est soucié de moi.
Pas même une vérification de dernière minute. Pas même un message du genre « Tu viens ?» Et ce qui m'a le plus brisé, c'est que tout le monde avait l'air heureux. Comme si mon absence les avait soulagés. Comme si j'avais toujours été celle qui dérangeait. Celle dont on ne voulait pas vraiment, mais qu'on tolérait juste parce qu'elle faisait partie du groupe, de la famille. Mais là, cette fois, ils avaient fait le choix. Et ce choix, c'était sans moi. Je me suis levée lentement. Mon regard s'est posé sur la grande carte du voyage que j'avais imprimée et accrochée dans l'entrée, avec les étapes, les hébergements, les trajets. Je l'avais organisée, cette virée. J'avais tout payé d'avance. J'ai arraché la feuille du mur. Un geste net. Sec. Ils étaient pas partis. Et moi, j'étais restée là. Pas oubliée. Exclue. Et le pire dans tout ça, c'est que mon père a trouvé ça drôle. À ce moment-là, j'ai compris quelque chose de fondamental. Le silence peut être plus puissant que les cris. Alors j'ai décidé de me taire, de ne rien dire. Pas de drama, pas de confrontation. Ils avaient fait leur choix, et moi j'allais faire le mien. Quand on est trahi par des gens qu'on aime, on ne ressent pas tout de suite de la colère. Pas au début. Ce qu'on ressent, c'est une forme de vide. Comme si quelqu'un avait ouvert ta poitrine pendant ton sommeil, avait pris ton cœur et laissé un mot. On revient jamais. J'ai passé la journée dans une sorte de brouillard. Je n'ai pas mangé, pas répondu aux messages. J'ai laissé mon téléphone en mode avion. Juste, coupé. J'avais besoin de silence, de solitude. Mais surtout, j'avais besoin de réfléchir. Parce que ce voyage, je ne l'avais pas juste rejoint. Je l'avais organisé. Et pas à moitié. J'ai repensé aux heures passées à chercher les meilleurs hôtels, à réserver les chambres, à planifier les itinéraires pour éviter les bouchons, à réserver les activités pour chaque groupe d'âge, et surtout à ce virement de 700 € que j'avais fait depuis mon propre compte pour tout bloquer d'avance, parce que tout le monde te remboursera plus tard, Sophia, t'inquiète. Ouais, t'inquiète. Et là, d'un seul coup, une émotion est montée. Pas de la tristesse, pas encore de la colère. Non, une lucidité glaciale. Je me suis levée et rallumé mon ordi. J'ai ouvert tous les dossiers, réservation d'hôtel, confirmation de paiement, activités, ticket d'entrée, location de bateau, assurance, tout. Et là, j'ai tout regardé, ligne par ligne, nom par nom. Et je me suis posé la vraie question. Pourquoi je paierais pour des gens qui ne veulent même pas que je sois là? J'ai ouvert ma boîte mail, une par une. J'ai pris chaque réservation, chaque paiement, et j'ai cliqué sur « Annuler ». Pas en rage, pas en crise, juste avec une sérénité glacée. L'hôtel au bord du lac pour 20 personnes, annulé. Les billets pour le parc d'attractions, annulé. La villa avec piscine pour la dernière nuit, bye bye. Les activités en montagne, clac, supprimé. Et même les assurances voyage, tout est tombé. En moins de 30 minutes, j'avais repris le contrôle complet. Et pendant que les notifications d'annulation tombaient une par une pensée me revenait encore et encore. Je ne suis pas leur choix. Alors ils ne seront plus le mien non plus. Et le plus ironique, c'est que personne ne s'en rendrait compte tout de suite. Ils seraient probablement en train de chanter dans leur voiture, inconscients du tsunami que j'avais déclenché, en silence. Mais moi, je savais. Et c'est ça qui m'a donné, pour la première fois de la journée, un sentiment de paix étrange. Je n'étais plus la fille oubliée, j'étais devenue la femme invisible, mais décisive. Et tout ce que je savais à ce moment-là, c'est que bientôt, ils allaient comprendre, tôt ou tard. Et ce jour-là, ce ne serait pas moi qui supplierais. Ce seraient eux. Le lendemain matin, je me suis réveillée plus tôt que d'habitude. Pas parce que j'étais stressée. Non, j'étais curieuse. Curieuse de savoir quand ils allaient s'en rendre compte. Parce que j'avais annulé tout, la veille. Chaque réservation, chaque activité. J'avais même contacté la plateforme de location pour retirer l'accès aux véhicules à mon nom. Mais pour l'instant, tout était calme. Aucun appel,
Aucune explosion. Rien. J'ai pris mon café, posé dans le salon, les jambes croisées, comme si j'attendais un feu d'artifice. Je me sentais presque spectatrice de ma propre vengeance. Vers 10h37, mon téléphone a vibré. Premier appel, ma mère. Je l'ai laissé sonner, puis un autre, et un autre. 5 appels manqués. Ensuite un vocal, que j'ai ignoré. Puis, le message est tombé. Tu sais pourquoi l'hôtel dit qu'on n'a plus de réservation ? Tu peux checker ? On est devant avec les enfants. J'ai souri 1 heure plus tard, mon oncle. Sophia, on peut savoir ce qui se passe. C'est quoi cette histoire de bateau annulé ? On a payé pour ça, non ? Non, c'est moi qui ai payé pour tout ça, tonton. Et j'ai choisi d'annuler. Puis c'est allé crescendo. Les appels sont devenus des alertes rouges. Les messages, des requêtes paniquées. Ma boîte mail s'est remplie de mails désespérés. La villa dit que la carte m'a été refusée. Qu'est-ce que t'as fait ? On a 6 enfants ici, Sophia. Tu peux pas faire ça. Mais si. Je peux. Je me suis contentée de lire, d'observer, et de laisser le silence répondre pour moi. À 17h52, mon père a appelé. Et cette fois, j'ai décroché. Sa voix était tendue. Plus de rire, plus de blagues. Juste, sec. T'as annulé les réservations ? J'ai répondu calmement. Vous pensiez que j'étais avec mes cousines, non ? Je voulais pas vous déranger. Silence. Il a tenté un ton ferme, mais pas trop agressif. Bon, faut que tu remettes ça en place, Sophia. Tout le monde est bloqué. On a compté sur toi. Et là, j'ai éclaté de rire. Mais pas un rire joyeux. Non. Un rire amer, du fond du cœur. Vous avez compté sur moi ? Moi, la fille qu'on a laissée derrière sans un mot ? La fille que personne n'a pensé à appeler ? Vous m'avez prise pour la gestionnaire, pas la famille. Eh bien, gestion terminée. Il a tenté de se défendre, bredouillant quelque chose du genre « C'était une erreur » ou « Il y a eu une confusion ». Mais je l'ai coupé. « Papa, je vous ai donné une chance. Et vous m'avez montré exactement qui j'étais pour vous. Maintenant, c'est votre tour d'apprendre ce que ça fait d'être oublié. » Et j'ai raccroché. Je suis restée là, seule, mais cette fois, en paix, et je savais que ce n'était que le début. Le lendemain, vers midi, j'ai reçu le premier message d'excuse. Enfin, si on peut appeler ça une excuse. C'était un vocal d'une cousine. Franchement, je savais pas que t'étais pas là. Je croyais que t'étais dans la voiture, de Chloé. C'est trop nul ce qui s'est passé. Mais bon, tu vas pas tout gâcher pour une erreur, si ? Une erreur. C'est fou comme les gens trouvent des mots doux pour minimiser leur cruauté, non ? Une erreur, c'est oublier d'acheter du pain. Pas oublier un membre de la famille. Pas quand cette personne a tout organisé et tout payé. Mais bon, ce n'était que le début. Parce qu'à partir de ce moment-là, j'ai commencé à recevoir des messages en chaîne. Mais cette fois, plus de rire, plus de « tu viens ou pas ?» Non. Maintenant, c'était du genre « tu veux vraiment gâcher les vacances de tout le monde ?» Pense aux enfants. Ils comprennent pas pourquoi on peut pas accéder à la maison. Franchement, c'est mesquin. Tu montres ton vrai visage, là. Et ce dernier, celui-là m'a presque fait rire. Parce que c'est exactement ça. Il voyait enfin mon vrai visage. Ou plutôt, celui que j'avais toujours caché pour maintenir la paix. Celui que j'avais toujours étouffé pour ne pas faire d'histoire. Sauf que là, j'en faisais une grosse, et ça les dérangeait, parce que pour une fois, il n'avait là plus le contrôle. Le soir, j'ai reçu un appel inattendu. Ma grand-mère. Elle, je l'aime. C'est la seule que j'aurais prévenue si elle n'était pas déjà sur place avec eux. Elle a dit doucement, presque tristement, « Ma chérie, tu nous manques. Pourquoi tu n'es pas venue ?» Et là, j'ai craqué. J'ai senti les larmes monter, parce qu'elle ne savait rien. Il ne lui avait rien dit.
Pas un mot sur ce qu'ils avaient fait, sur comment j'avais été laissée derrière, comme un sac oublié sur un quai de gare. Je lui ai tout raconté. Calme, posée, pas dans la colère, juste les faits. Et là, elle a murmuré. « Ce n'est pas juste. Je suis désolée, ma fille. Ils auraient dû t'attendre. » Et cette phrase, aussi simple soit-elle, a fait plus pour moi que tous les messages d'excuses en carton. Parce qu'elle m'a rappelé que non, je n'étais pas folle, que ce que je ressentais était légitime. Et à ce moment-là, j'ai pris une décision. Je n'allais plus me justifier, ni expliquer, ni supplier. Ils allaient ressentir, minute par minute, ce que c'est d'être laissé de côté, d'être dépendant d'une personne qu'on a méprisée sans scrupule. Et s'ils voulaient revenir à la normale, alors il allait falloir beaucoup plus qu'un désolé automatique, parce que maintenant, c'était à mon tour de décider. Ce qui était fascinant, c'est de voir à quelle vitesse le ton change, quand les gens réalisent que tu n'es plus sous leur contrôle. Le premier jour, c'était des blagues. Le deuxième, des reproches. Et maintenant, c'était la panique pure et dure. J'avais à peine ouvert mon téléphone que je voyais une pluie de notifications, 135 appels manqués, des dizaines de messages, certains en majuscules, d'autres avec des emojis. Et puis, celui qui m'a fait m'arrêter net. Urgence, appelle-moi. Je suis restée figée. Ce n'était plus du chantage émotionnel. Ce n'était plus de la manipulation passive. C'était quelque chose d'autre. Je me suis demandé, est-ce que c'est une vraie urgence ? Mais j'ai appris à me méfier. Ils étaient parfaitement capables de simuler un drame pour me faire réagir. Et pourtant, il y avait un poids dans ma poitrine, une voix intérieure qui murmurait « Et si cette fois, c'était réel ?» Alors j'ai pris une grande inspiration et j'ai rappelé. C'est ma tante qui a décroché. Essoufflée, affolée. « Sophia, il faut que tu nous aides. C'est grave. On a eu un souci. » Mon cœur s'est accéléré, mais je suis restée silencieuse. J'ai attendu qu'elle continue. « Ton cousin, il a fait une mauvaise chute. On était en randonnée. Il a glissé sur un sentier, il s'est ouvert le crâne. On est à l'hôpital. Mais on n'a aucune couverture d'assurance. Là, t'avais tout géré avec ta carte. Et il refuse de le prendre en charge sans garantie. Bam, la réalité les avait rattrapés. Je n'ai pas répondu tout de suite. Dans ma tête, c'était le chaos. Je ne suis pas inhumaine. C'est un ado. Il n'y est pour rien. Mais en même temps, pourquoi fallait-il que ce soit à moi, encore une fois, de sauver tout le monde ? Je lui ai dit que j'allais réfléchir. Elle a insisté, presque hurlé. Mais j'ai raccroché. Et là, j'ai dû faire face à la pire question de toutes. Est-ce que je me venge au point de mettre la santé de quelqu'un en danger ? C'est là que tu découvres si t'es une bonne personne ou si tu es devenue comme eux. Finalement, j'ai appelé l'hôpital moi-même. J'ai donné mes coordonnées bancaires. J'ai réactivé l'assurance temporairement. J'ai couvert les frais, mais j'ai laissé un message très clair à l'administration. Dès qu'il est stabilisé, vous pouvez couper tout. Je ne veux pas qu'on utilise une ligne de plus à mon nom. Je paie cette fois, mais c'est la dernière. Ce n'était pas un pardon, c'était une limite. Et je savais que ce geste, aussi humain soit-il, n'allait pas tout effacer. Au contraire, il allait renverser la dynamique. Parce que maintenant, il savait que je n'étais pas juste en colère. J'étais incontournable. Et ça, c'était beaucoup plus effrayant pour eux que toutes les insultes du monde. Après l'épisode de l'hôpital, quelque chose a changé. Pas chez moi, chez eux. C'était subtil au début, mais je l'ai senti dans les messages. Le ton n'était plus autoritaire ni culpabilisant. C'était fragile, incertain et... Puis, un soir, j'ai reçu un mail. Oui, un mail, de mon père, lui qui ne m'écrit jamais. Juste l'objet m'a glacé. Je crois qu'on doit parler. Il avait tapé tout un pavé. Pas une excuse directe, bien sûr. Ce serait trop lui. Demandé. Mais on sentait qu'il était en train de patauger dans un marécage d'inconfort. Il disait qu'il comprenait que j'avais été blessée, qu'il aurait peut-être dû mieux gérer. Il me proposait de venir le rejoindre au chalet pour faire le point calmement, en famille. Ah, cette phrase. Faire le point, en famille. Traduction.
Viens t'asseoir, accepte nos demi-excuses et retourne à ta place. Mais cette fois, ma place, je l'avais reprise. Et elle ne serait plus jamais derrière eux. Alors j'ai réfléchi. Je savais que j'étais à un tournant. Soit je continuais à les ignorer, et je restais cette fille froide qu'ils décrivaient déjà dans les conversations privées. Soit je faisais un truc inattendu. Pas pour eux, pour moi. J'ai loué une voiture, j'ai pris la route. Mais pas pour faire la paix, j'avais une autre idée en tête. En arrivant à l'entrée du domaine, je me suis arrêtée avant la barrière. Pas pour entrer, mais pour regarder, observer et comprendre. C'est fou comme on voit mieux. Les gens quand on ne cherche plus à être aimé par eux. Je les ai vus tous là-bas. Certains riaient autour du barbecue. D'autres prenaient des selfies, comme si de rien n'était. Comme si tout pouvait simplement reprendre. Et ça, c'était la preuve ultime. Ils ne regrettaient pas ce qu'ils avaient fait. Ils regrettaient juste les conséquences. J'ai attendu. Puis j'ai sorti mon téléphone. J'ai pris une photo. Pas pour la publier, mais pour garder un souvenir du moment exact où j'ai décidé que je ne retournerai jamais dans cette dynamique. Je n'ai pas sonné, je n'ai pas avancé, je suis remontée dans ma voiture et j'ai pris le volant dans le silence. Un silence qui ne faisait pas mal cette fois. Un silence libérateur. Il voulait faire le point. Moi, j'avais déjà tourné la page. Et c'est là que j'ai compris quelque chose de fondamental. On n'est pas obligé d'assister à sa propre humiliation pour que les autres se sentent mieux. Parfois, partir, c'est l'acte le plus courageux. Je croyais que c'était fini. Qu'en quittant le chalet, je venais de clore ce chapitre toxique de ma vie. Mais avec ma famille, il n'y a jamais de fin simple. Il y a toujours un retour de flamme. 3 jours plus tard, je reçois une lettre. Oui, une lettre, manuscrite, le genre de choses qu'on n'utilise plus que pour les mariages ou les manipulations émotionnelles de haut niveau. Elle venait de ma grand-mère, la seule qui, jusqu'ici, m'avait toujours semblé neutre. C'était la voix douce, la médiatrice, celle qui m'envoyait des gâteaux secs faits maison par la poste, même quand tout le monde me tournait le dos. Alors je l'ai ouverte, avec confiance, avec espoir même. Et là, choc. Page après page, c'était une masterclass de culpabilisation passive. Des phrases comme « Tu sais, dans une famille, on doit apprendre à pardonner, même les choses qui nous blessent. » Ton père est triste, mais trop fier pour te le dire. Ce voyage, c'était pour resserrer les liens, pas pour t'exclure. Tu te fais peut-être des idées. Et la pire de toutes, reviens vite nous voir. On est tous prêts à tourner la page. Mais il faut que tu fasses le premier pas. Le premier pas, celui que j'ai déjà fait 1000 fois, celui qu'on m'a toujours piétiné avec des remarques, des silences, des rires dans mon dos. Je suis restée figée. Et puis, j'ai ri. Un vrai rire. Sec, nerveux, mais libérateur. Parce que là, j'ai compris, il n'allait jamais s'excuser. Pas parce qu'ils ne se sentaient pas coupables, mais parce que, dans leur monde, c'est moi qui ai brisé l'équilibre en arrêtant de subir. Et ça, pour eux, c'est impardonnable. Alors j'ai écrit ma propre lettre. Elle tenait en une seule phrase. « Je vous aime, mais je ne me laisserai plus jamais traiter comme un choix de dernière minute. Je ne l'ai pas envoyée, je l'ai encadrée, sur mon mur. » Parce que parfois, les lettres qu'on écrit sont moins faites pour être lues que pour nous rappeler qui on devient. Ce jour-là, j'ai décidé de changer les règles. Et si eux ne voulaient pas évoluer, eh bien, ce serait sans moi. Mais je sentais qu'ils n'allaient pas me laisser partir aussi facilement. Et j'avais raison. Le vrai problème n'avait même pas encore commencé. C'est arrivé un mardi soir. Je venais de rentrer du travail, encore trempée à cause de cette pluie glaciale qu'on ne voit que dans les films dramatiques. Et mon téléphone a vibré. Pas une notification classique. Un appel. Numéro masqué. J'ai hésité à décrocher, mais l'instinct a pris le dessus. Une voix masculine, affolée, essoufflée, presque paniquée. « C'est ton cousin Léo, c'est urgent.
Il faut que tu viennes. J'ai pas eu le temps de répondre. Il a raccroché. Léo, le cousin qui, à mes yeux, avait toujours été l'un des seuls un peu normaux dans cette famille détraquée. Toujours dans l'ombre, silencieux, mais jamais cruel. Et s'il m'appelait, après tout ce que j'avais coupé, c'est qu'il se passait quelque chose de sérieux. J'ai sauté dans ma voiture. Pas de maquillage, pas de sac. Juste mes clés, mon téléphone, mon cœur qui battait à 100 à l'heure. Il m'a donné rendez-vous dans un café miteux en périphérie. Je l'ai reconnu à la seconde où je suis entrée. Il portait la même veste que quand on avait 12 ans, celle qu'il mettait à chaque Noël. Mais ce n'était pas le même Léo. Son visage était tiré. Ses mains tremblaient. Et dès que j'ai demandé ce qui se passait, il a regardé autour de lui comme si on allait nous écouter. Puis il m'a dit une phrase que je n'oublierai jamais. « Tu crois que tu sais ce que cette famille t'a fait, mais tu ne sais pas la moitié. » J'ai ressenti un frisson. Pas à cause du froid. Mais parce qu'au fond, je crois que j'avais toujours su qu'il y avait autre chose. Il a commencé à parler. Des décisions prises dans mon dos. Des messages supprimés. Des mensonges qui datent de bien avant ce voyage. Il m'a dit que ce fameux matin, quand ils sont tous partis sans moi, ce n'était pas un oubli. Il y avait eu une discussion, un plan. Quelqu'un, il n'a pas dit qui, avait dit que ce serait plus simple sans elle cette fois. Et le pire, plusieurs avaient accepté, pas dans la colère, pas dans l'émotion, dans le calcul froid. J'étais de trop. Et ils l'avaient tous su. J'ai senti mes mains devenir moites. Mon cœur tambourinait contre ma poitrine comme s'il voulait sortir. Je lui ai demandé pourquoi il me disait ça maintenant. Et là, il a levé les yeux, les siens remplis d'une peur que je n'avais jamais vue chez lui. Parce que je crois que tu es en danger et que je peux plus me taire. La suite allait tout changer. Je suis restée figée. En danger. Le mot avait un goût amer, irréel, comme s'il appartenait à un autre film. Pas à ma vie. Léo ne voulait pas me regarder dans les yeux. Il jouait avec le sachet de sucre posé, sur la table, comme un gamin qui a peur de se faire punir. Mais il continuait de parler. Il m'a dit qu'après mon exclusion du voyage, certaines discussions avaient circulé dans le groupe familial WhatsApp. Des messages qui avaient disparu, supprimés. Mais lui, il avait fait des captures. Il a sorti son téléphone, les mains tremblantes, et m'a montré les messages. Et là, mon estomac s'est retourné. On ne peut pas toujours la voir sûre. Le dos a tout gâché. Elle est tellement sensible, ça devient toxique. Une semaine sans elle nous fera du bien à tous. Et enfin, elle a payé, pas notre faute si elle dort trop. Le karma choisit toujours. Le karma? Alors c'était ça? Il m'avait puni, délibérément. Et trouver une excuse cosmique pour se déculpabiliser? Je me sentais trahie. Mais pire encore, j'étais écœurée par la fausseté du masque familial. Cette façade d'amour, de repas partagés, de photos souriantes, tout était faux. Mais Léo n'avait pas fini. Il m'a parlé d'un autre détail. Quelque chose de plus grave. Avant le départ, quelqu'un de la famille, il refusait de dire qui, aurait pris mes papiers d'identité, pensant que je ne m'en apercevrais pas à temps. La théorie, si je décidais quand même de les rejoindre, ils auraient au moins une assurance que je ne pourrais pas voyager. C'était une préméditation, pas une erreur, pas un oubli. Un plan, froid, calme. Et maintenant, Léo disait que depuis qu'il avait menacé d'en parler, il avait reçu des appels anonymes, des messages étranges. Une fois, il avait même retrouvé ses pneus crevés devant chez lui. Je te jure, je crois qu'ils sont prêts à tout pour que tu ne creuses pas. J'étais partagée entre deux émotions. La peur. Et une colère que je ne reconnaissais pas. Je n'étais plus la fille triste qui espérait des excuses. J'étais une femme à qui on avait volé la dignité, le respect et maintenant la sécurité. Je ne savais pas encore ce que j'allais faire. Mais une chose était sûre. Je ne reculerai plus. Le lendemain, je n'ai pas fermé l'œil. Pas une minute. J'étais allongée,
les yeux rivés au plafond, le cœur lourd d'une décision qui se formait lentement dans ma tête. J'allais agir. Fini les silences. Fini les « ce n'est pas si grave ». Fini les excuses qu'on me souffle à la place de celles qu'ils ne prononceront jamais. À 8h du matin, j'étais devant le cabinet de mon notaire. Je lui ai tout raconté. Pas les émotions, non. Juste les faits. Froid, dur, irréversible. Je lui ai demandé de bloquer l'accès aux biens communs que je partageais encore avec certains membres de la famille. Un appartement en indivision. Un terrain au village. Des choses que je n'avais jamais pensé à protéger. Et là, j'ai compris. Pendant des années, j'avais donné, payé, offert, toujours dans l'espoir d'être accepté. Et eux, ils, avaient de profiter, tranquillement, en me regardant me consumer. Mais cette fois, je changeais les règles. L'après-midi, j'ai contacté une avocate. Pas une amie, pas un conseil gentil. Non, une vraie. Spécialisée en affaires familiales et contentieux successoraux. Et je lui ai dit, je veux savoir jusqu'où ils sont allés, ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont fait. Je veux tout. Je savais que ça allait me coûter, en énergie, en argent, en larmes. Mais j'étais prête. Je le devais à celle que j'avais été. Le soir même, j'ai reçu un message de ma tante. La même tante qui m'envoyait des gifs de chat en me disant que la famille, c'est tout. On peut parler ? Ça devient ridicule cette histoire. On t'aime, tu le sais bien. Tu m'aimes ? Tu m'aimes au point de m'effacer ? D'un voyage que j'ai payé ? Tu m'aimes au point de rire pendant que je reste seule, humiliée ? Je n'ai pas répondu. Mais j'ai souri. Pour la première fois depuis longtemps. Parce que cette fois, c'est moi qui contrôlais le silence. Le lendemain, un des cousins, celui qui m'évitait toujours, m'a appelé. Il a dit qu'il voulait m'expliquer, qu'il n'était pas vraiment d'accord avec ce qui s'est passé. Et puis, il a lâché cette phrase. « Tu sais, si tu fouilles trop, tu vas juste détruire tout ce qu'il reste. » Mais il ne restait rien. Pas après ce qu'ils avaient moins fait. Je n'étais plus en train de protéger une famille. Je protégeais ma vérité et j'étais prête à aller jusqu'au bout. Tout s'est accéléré plus vite que je ne l'aurais cru. Mon avocate m'avait promis de creuser. En moins de 48 heures, elle m'a envoyé un premier rapport. Copie de mail, capture de discussion WhatsApp récupérée via des sauvegardes cloud, et même un PDF listant des transferts d'argent douteux à partir de mon compte commun avec ma sœur. Oui, ma propre sœur. Elle avait pris 2000 € par erreur. Une erreur bien pratique, faite pile la veille de leur départ. Je sentais cette colère que j'avais longtemps refoulée grandir en moi. Mais cette fois, elle n'était pas destructrice. Elle était structurante. J'avais une mission. Je suis allée chez un ancien collègue, Maxime, devenu enquêteur privé. On s'est connus à l'université. C'est le genre de type qui ne pose pas de questions tant que tu pèses en avance. Je lui ai juste dit « Je veux savoir ce qu'ils ont dit sur moi, ce qu'ils ont planifié, qui a vraiment tiré les ficelles. » Il a accepté, discrètement, efficacement. 3 jours plus tard, j'ai commencé à recevoir des éléments, des trucs que je n'étais pas censée voir, une vidéo. Un dîner entre ma mère, mon père, 2 oncles et une cousine. Une discussion banale, jusqu'au moment où le ton change. Elle est trop envahissante. Elle est fragile, c'est pas notre faute. Elle va finir seule si elle continue comme ça. En vrai, elle ne nous manquerait même pas, ces mots. Dit avec un calme presque glaçant, comme si j'étais un meuble qu'on avait décidé de jeter. Et puis Maxime m'a balancé la dernière bombe. Ils ont évoqué ton compte bancaire, tes accès perso, l'idée de mettre la main dessus si jamais il t'arrivait un truc. C'était plus qu'une trahison. C'était une tentative de prise de contrôle, presque une prédation. Et pendant tout ce temps, il continuait à m'envoyer des messages. Des appels mielleux, des emojis, des excuses fades. Une tante m'a même envoyé un bouquet avec une carte. On est une famille, on fait tous des erreurs. Des erreurs ? Non, ce n'était pas une erreur. C'était une campagne.
une exclusion planifiée, une stratégie de groupe. Et la vérité? Je crois qu'ils n'ont jamais pensé que je me défendrais. Mais voilà, je n'étais plus celle qu'ils avaient abandonnée ce matin-là. Ils pensaient que j'allais pleurer, que j'allais supplier, que j'allais accepter. Ils n'ont pas compris que cette fois, c'est moi qui allais décider de la fin de l'histoire. La notification est tombée à 03h17. Un simple message, une seule ligne. On a besoin de toi. C'est urgent. Appelle vite. Je suis restée assise sur mon lit. L'écran de mon téléphone brillait dans l'obscurité comme une alerte silencieuse. J'ai regardé ce message pendant de longues minutes. Pas parce que je ne savais pas quoi faire, mais parce que je voulais savourer ce moment. C'était eux, cette fois, qui me cherchaient. Je n'ai pas répondu. À 07h, j'avais déjà une réunion prévue avec mon avocate. Les premiers documents étaient rendus prêts. Blocage des comptes, réattribution des biens, suppression des procurations données à mes proches. Je reprenais le contrôle, pièce par pièce. À 09h, j'ai reçu 24 appels manqués. Des messages, de plus en plus désespérés. L'un d'eux disait « On est en garde à vue. C'est allé trop loin. On a besoin que tu témoignes. » Je n'ai pas souri. Je n'ai pas pleuré. Je suis juste restée là, calme, en paix. Comme si toute ma vie, j'avais attendu cette heure-là. À 10h12, je suis entrée dans le commissariat. Les policiers m'ont accueilli avec sérieux. Ils m'ont dit que ce n'était pas à moi de réparer ce qu'ils avaient brisé, mais que mon témoignage pouvait tout faire basculer. Et vous savez ce que j'ai fait? J'ai dit la vérité. Simplement. Sans haine. Sans théâtralisation. J'ai parlé de ce matin-là. De ce rire au téléphone. De l'annulation des 7200 €. De l'effacement délibéré. Des manipulations. Des transferts. Des preuves. Et j'ai terminé par ces mots. Je n'ai jamais voulu leur mal. Mais je ne veux plus jamais être celle qu'on oublie comme un bagage dans un coffre. Ils ont été relâchés quelques heures plus tard. Mais les procédures étaient lancées. Leur masque était tombé. Le cercle était brisé. Et moi? Je suis rentrée chez moi. J'ai pris une douche brûlante. J'ai mis ma playlist préférée. Puis j'ai réservé un billet d'avion. Pas pour fuir, pas pour m'isoler, pour me retrouver. Je suis partie seule, oui. Mais cette fois, par choix. J'ai posé mes valises dans un endroit où personne ne connaissait mon nom. Et chaque matin, je me levais sans cette sensation d'être en trop. Parce qu'au fond, cette histoire n'était pas une trahison. C'était une renaissance. Et si tu regardes cette vidéo jusqu'ici, retiens juste une chose. Ce n'est pas à toi de mendier ta place dans une famille qui te piétine. Parfois, couper les liens, c'est la chose la plus saine qu'on puisse faire. Et, parfois, ne pas répondre. C'est la réponse la plus puissante de toutes.